Nous sommes à Kingersheim, au nord de Mulhouse. Au siècle dernier, la commune intègre le bassin minier du Haut-Rhin et loge principalement des ouvriers. En l'espace de quelques années, sa population explose jusqu'à atteindre les 13 000 habitants. Aujourd'hui, depuis la fermeture des mines, Kingersheim est avant tout prisé pour son cadre champêtre. C'est une ville qui pendant longtemps a été administrée par Jo Spiegel, un maire très dynamique, qui a donné beaucoup de vitalité à cette commune. Une commune qui est bien connue des Mulhousiens. Ça reste un village, c'est-à-dire que c'est de la banlieue de Mulhouse, et en même temps avec une caractéristique villageoise assez prononcée. Un lieu bucolique, profondément marqué par les fêtes de Noël de 1996. Le 20 décembre au matin, dans l'église Saint-Adelphe de Kingersheim, les paroissiens s'impatientent. Il faut préparer notamment la crèche paroissiale et le prêtre qui devrait être là à l'église n'est pas là. On s'en étonne, on s'en inquiète. D'autant plus que le père Jean ne répond pas au téléphone et que les volets de son presbytère sont fermés. C'est la gouvernante qui vient au presbytère et qui va découvrir le père inanimé, allongé entre le couloir et la cuisine. Pensant à un malaise, la paroissienne contacte le médecin du prêtre. Mais sur place, le praticien ne peut que constater son décès. Et surtout, il remarque immédiatement que le corps de l'homme de 68 ans est couvert de blessures suspectes. Alors qu'est-il arrivé au prêtre de Kingersheim? Dans quelles circonstances a-t-il perdu la vie? Et que vont découvrir les gendarmes dans le presbytère? À 10 h du matin, ce 20 décembre, les brigades de gendarmerie de Wittenheim, Mulhouse et de Strasbourg se transportent à Kingersheim. Dans le presbytère situé juste à côté de l'église, ils mesurent la gravité de la situation. Le curé est à terre, avec le corps lacéré de coups de couteau. Les enquêteurs en dénombrent dans un premier temps 17 et le nombre augmente ensuite jusqu'à 33. Autour du père Jean règne le chaos. Sur le sol gît du mobilier en désordre, des taches de sang, ainsi que les lunettes du prêtre, complètement déformées. La première idée des gendarmes, c'est la sidération, parce qu'un meurtre de curé, c'est assez exceptionnel. Ce curé est connu évidemment dans toute la commune, c'est le curé de la paroisse. Tandis que les gendarmes gèlent la scène de crime, le corps du père Jean est autopsié à l'unité médico-légale de Mulhouse. L'expert conclut rapidement à un décès par section brutale de l'aorte. L'autopsie révèle aussi qu'il y a sur le poignet du curé une trace qui est difficile à interpréter. Les médecins légistes ont constaté une espèce de signe étonnant, en forme d'étoile me semble-t-il. Cette étrange blessure au dos de la main a vraisemblablement été faite post-mortem, tout comme la majorité des coups de couteau. Un acharnement incompréhensible sur ce prêtre respecté, en fonction depuis 1974 à Kingersheim. C'était un homme plein de bonté, de gentillesse, très apprécié de ses paroissiens. Il se dévouait pour sa paroisse et vraiment un homme de grande humanité. Quelqu'un qui était dans cette paroisse depuis de longues années, apprécié de tous, croyants et non-croyants. Un bon père, comme on disait, c'est le terme qui revenait souvent. C'est un homme de bien qui vient de disparaître et qui a subi une mise à mort barbare, cruelle. Et donc ceci soulève une immense émotion au sein de la population de cette petite commune mulhousienne.
le père Jean est enterré pendant les fêtes de Noël dans son village natal d'Epfig. Près de 1500 personnes, laïcs comme catholiques, assistent impuissants à ses funérailles. Les habitants de Kingersheim sont catastrophés parce que qui a pu tuer notre curé? Pourquoi? Et juste avant Noël en plus. C'était à 5 jours de Noël. Alors pourquoi le prêtre de Kingersheim a-t-il été tué dans de telles conditions? Qui est derrière ce meurtre barbare? Et quelle direction va prendre l'enquête des gendarmes? Le 24 décembre 1996, une information judiciaire est ouverte contre X pour assassinat. Dans l'espoir de remonter jusqu'au meurtrier, les brigades de recherche alsaciennes reconstituent les dernières heures du père Jean. Il a participé à une réunion de la chorale. Le soir, il est rentré peut-être vers 22 h à peu près. Et d'après le programme de télé qu'il avait à côté, il a regardé une émission de télé allemande. Ça, on le sait parce qu'il a entouré sur le programme, il a entouré le nom de l'émission, avec l'horaire à 23 h. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs apprennent que le presbytère de Kingersheim a déjà été la cible de 12 effractions. Le cambriolage était exclu assez rapidement puisque la porte était fermée de l'intérieur. Il n'y a pas de trace d'effraction, donc la déduction c'est que le prêtre a ouvert à quelqu'un. Puis, vous savez, il est aussi de tradition, parfois, dans l'Église catholique, d'accueillir des personnes, les SDF qui traînent, qui n'ont pas de logement, de les accueillir. Donc tout pouvait être envisageable. Hein. Pendant plus d'un mois, 40 enquêteurs se lancent sur les traces du tueur, du prêtre de Kingersheim. À la fin du mois de janvier, près de 1000 personnes ont été interrogées, mais en vain. Compte tenu du statut du père Jean, les gendarmes font appel à un spécialiste des religions et des dérives sectaires, afin d'explorer des pistes plus inhabituelles. Est-ce qu'on peut déceler des mouvements satanistes ou pas? Parce que assassiner un prêtre de 33 coups de couteau pouvait éventuellement être révélateur d'une dérive, ou d'un rituel satanique ou d'un meurtre satanique. 33, comme l'âge du Christ à sa mort. Simple coïncidence ou message du meurtrier? Après analyse, l'étrange blessure sur la main du prêtre ressemble à un pentagramme inversé, un symbole occulte, prisé des satanistes. Sans plus attendre, les gendarmes recensent les derniers actes anti-religieux sur le territoire français. L'enquête va s'intéresser au milieu toulonnais, puisque 7 mois plus tôt, à Toulon, une profanation de cimetière avec exhumation de cadavres avait eu lieu par 4 jeunes. Et là, aux surprises, on va s'apercevoir que l'un d'entre eux se trouvait à Kingersheim ce jour-là, puisqu'il a sa grand-mère qui réside dans le village à côté. Ce jeune homme, que nous appellerons Roland, partage son existence entre la Côte d'Azur et l'Alsace. Âgé de seulement 20 ans, le Toulonnais est déjà dans le viseur de la justice. C'est une personnalité qui se revendique plus paganiste que sataniste, qui est plus anti-religion que sataniste. Il est profondément anti-chrétien, profondément. D'un extrême à l'autre, les gendarmes découvrent également que Roland est en lien avec le milieu néo-nazi de la région toulonnaise. On est dans 2 mondes qui ont parfois les mêmes principes. Libertaire, rébellion, transgression, élitisme. Je peux faire partie d'une race supérieure,
par exemple la race aryenne supérieure, mais en même temps, dans les satanistes, je fais partie des êtres supérieurs. Si quelqu'un t'ennuie, tue-le, quoi, quelque part. Hein. Détruis-le. Quelques jours avant le meurtre de Kingersheim, Roland a été mis en examen pour la profanation du cimetière central de Toulon, en juin 1996. Face à la barbarie des faits, il sort tout juste de 5 mois de détention provisoire. Les profanations de Toulon sont tout à fait inédites dans cette violence-là, puisque ces 4 jeunes vont exhumer le corps d'une vieille dame et ils vont lui transpercer le corps d'un pieu. On ne voit pas quand même ça tous les jours. Hein. Profitant de sa liberté conditionnelle, Roland s'est rendu dans sa famille alsacienne, du 13 au 21 décembre 1996. Nous avons un prêtre qui est assassiné, nous avons un sataniste reconnu, avéré, présent au village à ce moment-là. C'est difficile de ne pas, du moins, exploiter cette piste. Alors Roland est-il un suspect crédible? Le jeune homme a-t-il un alibi? Et quelle sera son attitude en garde à vue? Le 3 février 1997, soit plus d'1 mois après le meurtre du prêtre, Roland est arrêté à Mulhouse. Placé en garde à vue, le suspect numéro 1 nie les faits. Il dit, moi j'y suis pour rien, moi j'ai pas tué ce prêtre, moi je n'ai pas ça à me reprocher. C'est vrai, j'étais à Mulhouse, je venais voir mes copains, mais je n'ai rien fait qui soit répréhensible, donc je suis un très gentil garçon, laissez-moi tranquille. Voilà en substance ce que ce gaillard disait aux enquêteurs de la gendarmerie. Si le jeune sataniste clame haut et fort son innocence, il livre un élément capital à la brigade de recherche. Durant sa garde à vue, durant l'interrogatoire, il va quasiment reconnaître qu'il connaît le coupable. 2 jours avant d'être arrêté, Roland déclare avoir reçu les confidences d'un de ses amis de Kingersheim. Roland raconte aux gendarmes qu'il a eu une explication avec son copain Christian, qu'il connaît depuis des années, et que Christian lui a dit « c'est moi qui ai tué le curé ». Roland accable-t-il un proche pour échapper à la justice? Dans le doute, les enquêteurs alsaciens s'intéressent au profil de ce mystérieux Christian, inconnu de leur service. C'est un jeune garçon du village de Kingersheim, de 18 ans et demi, qui n'a pas fait de longues études, qui a échoué à son CAP, qui est un garçon très mal dans sa peau, très malheureux. Il est jeune, il est déboussolé dans l'existence, il est fragile psychologiquement, il est malléable. Il s'intéresse à quoi? Il est solitaire, sauf son groupe de copains un petit peu particulier. À l'image de son ami toulonnais, Christian baigne dans la culture sataniste. Et plus intéressant encore, le jeune homme habite chez ses parents à seulement 500 mètres du presbytère de la victime. Fort de ces informations, les gendarmes l'interpellent le 4 février 1997. Contre toute attente, Christian se montre très coopératif. Ce jeune homme est assez surprenant parce qu'il avoue tout de suite le crime, il avoue tout de suite être le meurtrier, alors que ça fait 6 semaines qu'il a tué le curé de Kingersheim et qu'il a continué à vivre une vie en apparence normale entre son travail, sa maison et personne autour de lui ne s'est rendu compte de rien. Dans les locaux de la gendarmerie de Mulhouse, ce jeune homme, uniquement vêtu de noir, révèle aux enquêteurs un mobile improbable. Ce garçon explique son geste en disant « j'ai eu un flash satanique, toute la journée j'ai été mal au travail, j'ai eu un flash satanique et il y a une voix qui par 2 fois m'a dit « tue un curé ».
Alors, où se trouve la vérité dans les aveux de Christian? Est-il pénalement responsable? Et Roland a-t-il joué un rôle dans ce meurtre? Devant les enquêteurs alsaciens, Christian détaille son passage à l'acte. Il raconte que ce 19 décembre au soir, il s'est équipé presque machinalement d'une paire de gants, d'un bandana et d'un couteau de chasse avant de quitter discrètement l'appartement familial. Il prend sa bicyclette, il va se rendre donc au presbytère. Il est très tard, il est à peu près minuit. Le prêtre n'est pas encore couché. Et il va à ce moment-là, pour tenter de justifier sa visite à minuit, il va raconter au prêtre une histoire à dormir debout, à savoir « Monsieur le curé, l'un de mes amis a commis un crime, que faut-il faire ?» etc. Une fois à l'intérieur du presbytère, Christian aurait eu un nouveau flash satanique. Il explique alors avoir été pris d'une incontrôlable pulsion morbide. Il va le faire chuter, lui fait un croche-pied. Le prêtre, qui a quand même près de 70 ans, tombe au sol. Le prêtre se met à prier, je crois qu'il prie d'ailleurs le Notre Père. Et à un moment donné, le prêtre lui demande de prier avec lui, ce qui est quand même assez extraordinaire. Christian refuse et bâillonne le père Jean avec son bandana. Il s'empare ensuite d'une casserole et assomme l'homme de 68 ans. Puis le jeune sataniste dégaine son couteau et frappe le prêtre dans le dos d'un coup puissant. Étant accroupi, il a donc d'autant plus de force en lui, ce qui lui permet de frapper avec beaucoup plus d'intensité. Et on va apprendre ultérieurement que l'assassin se déplace, n'est-ce pas, autour du corps pour frapper dans différentes régions du corps. Pendant une demi-heure, Christian s'acharne sur le corps du prêtre. Une sauvagerie que le jeune homme lui-même a du mal à expliquer aux enquêteurs. 33 coups de couteau, pourquoi 33 ? Lui dit je ne sais pas, je ne me suis pas amusé à les compter. L'horreur ne s'arrête pas là. Avant de quitter les lieux, Christian saisit la main gauche de sa victime et y creuse plusieurs entailles au couteau. Un geste qu'il assure avoir réalisé sans réfléchir. Ensuite, il remet la casserole à sa place, il sort du presbytère, il reprend son vélo, il rentre chez lui, il nettoie son vélo, il nettoie son couteau. De retour chez lui, Christian dissimule le couteau et le bandana avant de s'endormir. Suite aux aveux circonstanciés du meurtrier présumé, les gendarmes perquisitionnent sa chambre. On va trouver des choses très instructives. On va d'abord trouver de la documentation satanique. On va trouver des écrits qui évoquent l'Allemagne nazie de Hitler. On va trouver de la documentation qui concerne un parti politique français d'extrême droite. Bon, dans la chambre, il y a un autel qui fait penser à des rites sataniques. Une atmosphère crépusculaire dans laquelle Christian s'abreuve de musique black metal. Un genre né du hard rock, très agressif, que le garçon écoute à outrance. Tous les métalleux ne sont pas des satanistes néo-nazis. C'est une stupidité de le croire. Mais ça peut être, dans certains cas, un élément favorisateur d'entrer dans une autre démarche. Si la personnalité perturbée de Christian se dessine de plus en plus, les investigations dans la chambre du suspect sont un échec pour les gendarmes. Les objets compromettants, le couteau et le bandana, le foulard qui a permis de bâillonner le prêtre, eh bien, ces choses-là ont été dissimulées.
À nouveau interrogé, Christian avoue aux enquêteurs qu'il s'est débarrassé de ces éléments plus d'1 mois après le meurtre. Et il n'était pas seul. L'un de ses amis d'enfance, que nous appellerons Étienne, lui a prêté main forte. En pleine nuit, les deux jeunes se sont rendus au bord d'un étang de Kingersheim pour y jeter le couteau et brûler le bandana. Les plongeurs de la gendarmerie vont explorer l'étang. Le couteau, effectivement, sera découvert. Et les gendarmes vont trouver sur place des restes calcinés de ce bandana. Placé à son tour en garde à vue, Étienne confirme les allégations de son ami, tout en assurant être étranger au meurtre du prêtre. Tandis que le jeune homme est mis en examen pour destruction de preuves, les gendarmes ont le sentiment de ne pas avoir toutes les pièces du puzzle. Le personnage de Christian, il faut l'interpréter comme étant d'abord quelqu'un de très mal dans sa peau, de très vulnérable, de très influençable et de très manipulable. Donc la question qui se pose, évidemment, c'est est-ce qu'il a tué sur ordre ? Et est-ce que derrière les flashs sataniques de Christian ne se cacherait pas Roland, son délateur? Les relations entre les deux sont assez complexes. Il y a probablement de la part de Christian vis-à-vis de Roland une forme de fascination. Et dans une relation, dirons-nous, d'élève effectivement à maître. Il est déjà, à ce moment-là, dans une démarche initiatique dans ce monde sataniste. Et le lien entre ce monde sataniste et Christian, c'est Roland. Donc la question, c'est jusqu'où va cette influence? Est-ce que c'est une sorte d'inspiration spirituelle, si on ose dire, ou est-ce que c'est beaucoup plus direct en amenant Christian à passer à un acte violent qui est de tuer un curé? Une autre question taraude les enquêteurs et le juge d'instruction. Le suspect numéro 1 est-il pénalement responsable? C'est aux experts psychiatres de trancher. Le côté psychologique, c'est que il n'est pas dans la folie et il n'est pas tout à fait dans la réalité. Il est sur le toit. Malgré sa fragilité, il est non seulement conscient de ses actes, mais il les a préparés. Il a préparé son acte. Alors, pas pendant des mois, mais il s'est préparé en quittant son appartement. Il a pris un couteau, il a pris un bandana, il a ensuite dissimulé les preuves, nettoyé son vélo. Donc, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de son acte. À l'issue de l'instruction, Christian est renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin pour l'assassinat du père Jean. Malgré son profil et les doutes à son sujet, Roland reste libre. Il ne sera entendu au procès que comme témoin. Il y a une influence, certes. Il n'y a aucune preuve qu'il ait participé, ni de près, ni de loin, à cet acte. Une influence mauvaise, certes, moralement discutable, certes, mais pénalement non répréhensible. Alors comment se déroulera le procès de Christian? Fera-t-il de nouvelles révélations? Et le témoignage de Roland sera-t-il convaincant? Le 2 avril 2001, le procès de Christian et de son complice Étienne s'ouvre devant la cour d'assises de Colmar. Dans la salle d'audience, le public et les médias sont au rendez-vous pour suivre le dernier acte de cette troublante affaire. On a une ambiance très spéciale, très particulière. D'abord, on a des ingrédients qui sont exceptionnels. On l'a dit, le meurtre d'un curé, la suspicion de satanisme. 4 ans après les faits, Christian apparaît métamorphosé.
le sataniste de 1996 a laissé place à un jeune homme de 22 ans qui assure désormais aller à la messe en prison et surtout regretter son geste. Il n'a pas du tout cherché à biaiser, à tromper les jurés ou à escater ou à trafiquer la vérité, absolument pas. Il a dit la vérité. Il a relaté le contexte psychologique dans lequel il a agi, cet état de contrainte morale. Une attitude de repenti soumise à rude épreuve lorsque les proches du père Jean sont appelés à la barre. L'une des sœurs du curé témoigne de la personnalité de son frère, de qui était son frère. Et là, il explose, il pleure, il demande pardon et la carapace se fond. Il dit d'ailleurs « Je suis soulagé de pleurer parce que ça montre que je ne suis pas sans émotion ». Au cours des 5 jours de procès, les débats se concentrent principalement sur le mobile du meurtre. Christian a-t-il sauvagement assassiné le père Jean de son propre chef? Ou a-t-il été influencé par une doctrine satanique? Appelé à la barre, Roland va complètement se désolidariser de son ancien ami. Il a été hautain, assez arrogant, provocateur, déclarant dans cette cour d'assises quand même pétrie de chrétienté, de par les acteurs et les témoins présents, les chrétiens m'emmerdent. À un moment donné, il explique en disant « Moi, j'y suis pour rien, mais je suis convaincu que Christian a voulu faire pire que moi. Il voulait se mettre à arriver à ma hauteur, à ma réputation. » Le 6 avril 2001, le verdict tombe. Étienne écope de 12 mois de prison, dont 8 avec sursis, pour dissimulation de preuves. Christian, lui, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il ne s'est pas révolté. Je pense qu'il avait pris conscience de l'énormité de son crime et je crois qu'il voulait assumer les conséquences de ce crime. Aujourd'hui, Christian a purgé sa peine et tente d'avancer, loin du satanisme. 23 ans après la mise à mort barbare du prêtre de Kingersheim, les protagonistes de ce dossier restent marqués au fer rouge. Le regret, c'est une amertume, quelque part, qu'on n'ait pas pu aller plus loin dans les poursuites judiciaires concernant ce Roland. Parce que lui, somme toute, il s'en tire sans aucun problème. Il a continué sa vie. Et je répète et je redis encore aujourd'hui, je le pense sincèrement, s'il n'y avait pas eu cet homme-là, ce jour-là, à ce moment-là, en Alsace, s'il n'y avait pas Roland, il n'y aurait pas eu de meurtre. L'affaire Christian n'aurait pas existé. Nous sommes à Gundolsheim, dans le département du Haut-Rhin. Situé dans la plaine de Lille et dominé par le massif vosgien, ce village typique de la région est plutôt paisible. Gundolsheim est une petite commune de la Vallée Noble, d'environ 700 habitants, située entre Colmar et Mulhouse, au pied du vignoble qui s'appelle le Bollenberg. Un petit village tout gentil, tout tranquille, un village sans histoire, il ne se passait pas énormément de choses, un village comme tous les autres. Pourtant, le 22 mai 2001, le calme de la bourgade va voler en éclats. Ce jour-là, aux environs de 12h25, Sophie, une habitante de Gundolsheim, déjeune en famille lorsqu'elle sursaute brutalement. On a entendu un gros bruit, mais un bruit qui a résonné dans tout le village. Et moi, je suis sortie, mon voisin d'à côté est sorti en même temps. À quelques mètres de sa maison, Sophie découvre un homme gisant dans une mare de sang.
Je suis allée prévenir les pompiers, mon voisin a prévenu les gendarmes. Et on a attendu. Et là, c'est très très long. Parce qu'on a l'impression, parce qu'on ne sait toujours pas si le monsieur est vivant, mort, on ne sait pas. Mais alors, que s'est-il passé dans ce village? Qui est cet homme, grièvement blessé? Et les pompiers arriveront-ils à temps pour le sauver? Après d'interminables minutes d'attente, les secours ainsi que les gendarmes de Roufac, le village voisin, arrivent sur place. Ils découvrent le corps d'un homme, allongé face contre terre, une plaie saignante à la tête. Et à côté, il y a un tapis. Dans l'une de ses poches, une pièce d'identité au nom de Mohamed est retrouvée. Tandis que l'homme de 46 ans est transporté vers le centre hospitalier de Colmar, un individu vient à la rencontre des gendarmes. Il se présente comme le cousin de la victime, qui, comme lui, est vendeur de tapis ambulants. Il est venu sur place avec lui en fin de matinée et qui avait son propre quartier ou ses propres rues à démarcher. Il se divise le travail et il a entendu, semble-t-il, les coups de feu. Les allégations du cousin vont être confirmées par la découverte d'une douille de pistolet sur un trottoir. À la recherche d'autres éléments, les gendarmes procèdent à une enquête de voisinage. Plusieurs riverains font mention d'un véhicule suspect qui aurait circulé dans le village une partie de la matinée. J'ai vu la voiture passer plusieurs fois. Bon, bah voilà, elle s'est garée à un endroit un petit peu bizarre que les gens n'avaient pas l'habitude de se garer, donc ça m'a interpellée. Si les témoins s'accordent sur la marque et le modèle, la couleur du véhicule sème le trouble. Alors, il y a deux sortes de descriptions. Certains disent que c'est une voiture violette métallisée, d'autres que c'est une voiture bleu marine presque noire. Au-delà de ces discordances, certains habitants de Gundelsheim assurent avoir aperçu le mystérieux conducteur. J'ai vu quelqu'un avec les cheveux rasés, une carrure dans la voiture assez imposante quand même, donc sportive je pense. Pour tenter d'intercepter le suspect, les gendarmes déclenchent le plan Milan, avec la mise en place de barrages routiers et la diffusion d'un avis de recherche. Mais l'affaire va prendre une tournure encore plus dramatique. Sur la route de l'hôpital, Mohamed n'a finalement pas survécu à ses blessures. L'annonce de sa mort est un choc sans précédent dans le village alsacien. Ce monsieur venait tout régulièrement, hein. C'était une personne très sympathique. Jamais un problème, un monsieur très gentil, il me parlait de ses enfants, de son pays. Il est en France depuis une vingtaine d'années. Il a une famille au Maroc qu'il visite très régulièrement, à qui il envoie de l'argent. Il a en tout 5 enfants. Mohamed est décrit par ses proches comme un père de famille aussi dévoué qu'attentionné. Le matin des faits, il a appelé son épouse pour lui demander quelle était la pointure des enfants parce qu'il voulait leur acheter des chaussures et leur envoyer des chaussures. Alors, qui s'en est pris à Mohamed? Pour quelle raison lui a-t-on tiré dessus? Et les gendarmes réussiront-ils à interpeller son meurtrier? Le 23 mai 2001, au lendemain des faits, une enquête est ouverte pour assassinat. Dans le même temps, les enquêteurs de Roufac reçoivent le rapport de l'autopsie. Mohamed a été tué par arme à feu, donc un tir qui a été effectué dans la région arrière-gauche du crâne. Le projectile a traversé toute la tête et s'est arrêté au niveau de la pommette. Tué à bout portant, la victime a vraisemblablement été exécutée. Une étude balistique permettra également de déterminer que balles et étuis proviennent d'une arme qui a été utilisée par l'armée allemande
durant la Deuxième Guerre. Les enquêteurs se demandent alors s'ils n'ont pas affaire à un crime raciste. D'autant que quelques jours avant le meurtre, un tract au contenu inquiétant a été posé à Osenbach, une commune à 9 km de Gundelsheim. Ce tract annonçait des raids punitifs contre les personnes d'origine étrangère. Il y a une mouvance skinhead dans la région. De part et d'autre de la frontière, on sait bien qu'il y a des groupuscules néo-nazis qui se réunissent. Pour explorer cette piste d'un crime raciste, les gendarmes vont s'intéresser à toutes les personnes qui sont liées aux mouvances skinhead, néo-nazis ou extrême droite et vont donc interroger beaucoup de personnes dans ces milieux-là. Mais ces investigations n'apportent aucun résultat probant. Dans l'impasse, les gendarmes essaient de mettre la main sur le véhicule suspect. Rien que dans le Haut-Rhin, il y avait plus de 6000 véhicules qui correspondaient à ce type de modèle et de marque. Donc ils se sont rendus compte que c'était chercher une aiguille dans une meule de foin et donc ils ont abandonné. Alors les enquêteurs débloqueront-ils la situation? Où se cache le meurtrier de Mohamed? Et s'agit-il d'un crime raciste? Trois ans plus tard, en 2004, les gendarmes de Rouffach n'ont toujours pas réussi à dénouer cette sombre affaire. Mais un acte antisémite, commis à 12 km de Gundelsheim, va relancer l'enquête. Le 30 avril 2004, on trouve les stèles du cimetière juif de Herlisheim renversées avec des inscriptions nazies et des croix gammées un peu partout taguées sur les stèles. La date n'a pas été choisie par hasard, le 30 avril, c'est la date du décès d'Adolf Hitler. Donc on se doute bien qu'une personne ou des personnes qui ont décidé de s'attaquer à un cimetière juif à cette date-là donnent un signal. Au milieu des croix gammées, une étrange inscription retient l'attention des gendarmes. Cette signature, à savoir Tiwaz 2882, sera retrouvée sur les lieux et également sous un pont à proximité du cimetière d'Herlisheim. Tandis que les enquêteurs se demandent qui est à l'origine de ce nouvel acte raciste, la profanation connaît un retentissement national. Dans la journée même, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est Dominique de Villepin, se rend sur place en compagnie du préfet du Haut-Rhin et du président du consistoire israélite du Haut-Rhin pour signifier son écœurement d'un tel acte dans un cimetière juif. Afin de remonter jusqu'aux auteurs des faits, une cellule spéciale est mise en place à la section de recherche de Strasbourg. Elle s'appelle la cellule violence identitaire pour justement vraiment spécifiquement travailler sur tous ces crimes, enfin, délits et crimes qui ont été commis à connotation raciste. Immédiatement, de nouvelles investigations sont réalisées dans le cimetière d'Herlisheim. Un capuchon qui pourrait correspondre au capuchon d'une bombe aérosol est trouvé sur place. Ils font des recherches d'ADN sur le capuchon qui ne donnent rien. Un an et demi plus tard, le 8 septembre 2005, un autre crime raciste secoue le Haut-Rhin. Dans les jardins familiaux de Rouffach, un Marocain, prénommé Labib, va être à son tour pris pour cible. Labib a ce jardin ouvrier depuis quelques années, il y va régulièrement. Il a 65 ans, donc c'est devenu un petit peu son hirondingre. Et un jour, lorsqu'il se rend et qu'il ouvre la porte, eh bien, il y a une explosion qui se produit. Il a failli perdre la vue. Il y a eu des séquelles importantes, d'où une hospitalisation, certes sur une dizaine de jours, mais la consolidation des blessures a mis quand même près de 2 ans. Quelques jours après cette explosion, à l'aide d'un engin artisanal, les journaux locaux reçoivent une lettre de revendication. En signant ce courrier de revendication du nom de Tiwaz 2882, le lien entre la profanation et l'explosion du cabanon est fait. La cellule violence identitaire de Strasbourg est saisie du dossier
et les gendarmes auditionnent, sans plus attendre, les proches de la victime. Un récent événement va alors leur être rapporté. Le cousin de Labib et un de ses amis traversent effectivement la chaussée sur un passage piéton. Au moment où ils traversent, il y a une voiture qui ne ralentit pas, qui fonce sur eux, avec manifestement l'intention de les écraser. Les deux amis évitent de justesse l'accident. Malgré leur frayeur, ils reconnaissent l'automobiliste, un certain Thomas, âgé de 25 ans. C'est un jeune homme originaire d'Ozenbach qui est connu justement pour être bagarreur, qui est identifié comme raciste, qui est agent de surveillance dans une société basée à Rouffach. Interrogé par les gendarmes alsaciens, Thomas nie son implication dans l'explosion du cabanon et dans la profanation du cimetière. Si le jeune homme ressort libre de la gendarmerie, les enquêteurs décident toutefois de le mettre sur écoute. Une écoute téléphonique qui va permettre de mettre en rapport Thomas avec un autre homme. Un certain Emmanuel, lui aussi originaire de la région, et fervent défenseur de l'identité alsacienne. Ils travaillent dans la même société de surveillance basée à Rouffach. C'est comme ça qu'ils sont amenés à se fréquenter très fréquemment. Alors, quel lien unit Emmanuel et Thomas? Sont-ils impliqués dans tous ces crimes racistes qui secouent le Haut-Rhin? Et font-ils partie d'un groupuscule néo-nazi? À Strasbourg, les gendarmes de la cellule spéciale décident de se renseigner sur Emmanuel. Un homme âgé de 37 ans, avec un parcours assez singulier. Le médecin qui va le voir naître va diagnostiquer quelque chose d'insensé, à savoir qu'il va mourir brièvement. Et il dit à ses parents, surtout ne vous attachez pas à cet enfant, parce qu'il va mourir. Malgré ses prédictions, Emmanuel survit. Et des années plus tard, il va même réussir à se faire un nom dans son domaine de prédilection. Emmanuel était connu dans la région pour ses talents de dessinateur. Il était d'ailleurs collaborateur régulier d'un des deux journaux régionaux. Si l'homme de 37 ans dessine bénévolement pour une association de défense des droits de l'homme, il est surtout connu pour ses convictions néo-nazies. C'est difficile de savoir exactement quand il a basculé dans l'admiration du Troisième Reich. Toujours est-il que lors de l'enquête, il est identifié que Emmanuel collectionnait des objets du Troisième Reich, qu'il en avait chez lui, qu'il aurait eu un portrait d'Adolf Hitler au-dessus de son lit et qu'il en parlait beaucoup. Le 12 janvier 2006, Emmanuel est placé en garde à vue. Les gendarmes le soupçonnent d'être impliqué dans l'explosion du cabanon, ainsi que dans la profanation du cimetière juif. Il y a un élément qui va forcément perdre Emmanuel, c'est que autour du cou, il a cette fameuse plaque allemande 2882 qu'avaient les militaires pour être reconnus en cas de décès. Sa première version des faits a été de reconnaître qu'il est le cerveau de ces deux opérations. Emmanuel est mis en examen pour violation de sépulture et apologie de crime, ainsi que pour tentative de meurtre. Les gendarmes interrogent à nouveau Thomas, le second suspect. Il nie absolument tout. Ce n'est que, fruit du hasard peut-être, lorsque Thomas croise dans les geôles Emmanuel, que Emmanuel lui fait savoir qu'il vaudrait mieux qu'il passe à table et qu'il reconnaisse avoir participé aux faits. Si le suspect avoue son implication dans l'explosion du cabanon et dans la profanation du cimetière, les enquêteurs réalisent que Tiwaz 2882 n'est en rien un groupe néo-nazi structuré.
À la botte d'Emmanuel, le cerveau présumé, il ne gravite en réalité que Thomas et un certain Antoine, un homme de 25 ans. Antoine, qui était aussi dans la même société de surveillance de Rouffach que Emmanuel et que Thomas, est une personne qui, elle aussi, s'est dit, comme Thomas, plutôt suiveuse, qui était impressionnée par Emmanuel et qui l'ont suivi dans ses délires. Et à en croire Antoine et Thomas, Emmanuel serait capable des pires atrocités. Thomas m'a indiqué que Emmanuel, des années auparavant, aurait commis un meurtre, l'aurait avoué, et c'est dans ces conditions que va se resserrer en définitive l'enquête. Antoine va dire la même chose, que Emmanuel était très souvent armé lors de ses rondes de nuit et qu'il avait déjà tué un marchand de tapis à Gundelsheim. Placé en détention provisoire, Emmanuel ignore tout des accusations de ces deux jeunes sbires. Mais avant de l'entendre dans ce dossier, les gendarmes veulent glaner d'autres preuves contre lui. Le parloir que Emmanuel va avoir avec sa compagne est sonorisé, c'est-à-dire qu'il y a des micros qui enregistrent ce qui se dit. Et Emmanuel va dire qu'il risque d'être pris, mis en cause, dans l'affaire du meurtre de Mohamed. Le 28 août 2007, 6 ans après les faits, Emmanuel est extrait de sa maison d'arrêt pour être de nouveau interrogé, cette fois-ci pour le meurtre de Gundelsheim. Il va donner comme version que, en effet, c'est lui qui a commis ce crime, mais en indiquant qu'il n'a pas voulu assassiner cet homme. Il aurait eu une altercation avec Mohamed, une altercation entre un piéton et un automobiliste. Emmanuel raconte que ce 22 mai 2001, il traverse le village en voiture et croise la route de Mohamed. Arrivé à sa hauteur, le néo-nazi lui intime l'ordre de quitter l'Alsace. Mais le vendeur de tapis ne se laisse pas faire. Alors qu'il est sur la route principale, Mohamed traverse, crache sur le pare-brise et donne un coup de pied, ce qui va, lui, Emmanuel, le vexer, le blesser, et qu'il a l'intention de lui en demander des explications. Il reconnaît qu'il est sorti de la voiture avec l'arme, mais sans intention de s'en servir. Que c'est par les provocations réitérées de Mohamed qu'il va faire un geste pour le mettre en joue et que le coup est parti sans qu'il ait, lui, l'intention de le tuer. Mais les déclarations du suspect ne correspondent pas aux investigations des gendarmes. De nombreux témoins ont vu le véhicule bleu passer à plusieurs reprises dans Gundelsheim, faire des allers-retours sur la rue principale. Ils ont aussi vu une personne au crâne rasé faire le guet, donc ça semble pas cohérent avec une altercation. Mis face à ces incohérences, Emmanuel change complètement de version. Il reconnaît avoir été sur les lieux à Gundelsheim. Par contre, il n'indique n'être que le conducteur. Avec son véhicule bleu, il a conduit une autre personne qui avait un rendez-vous dans ce village. Il l'a déposé, il a entendu un coup de feu et il prend la fuite. Malgré ses dénégations dans le meurtre de Mohamed, l'agent de surveillance est désormais mis en examen pour assassinat. Alors comment se comportera-t-il pendant le procès d'assises? Reviendra-t-il sur sa version? Et la famille de la victime connaîtra-t-elle un jour la vérité? Le 20 juin 2011, 10 ans après la disparition de Mohamed, le procès de son meurtrier présumé s'ouvre devant la cour d'assises du Haut-Rhin, à Colmar. Le quadragénaire comparaît seul, sur le banc des accusés. Lorsqu'il va passer aux assises, il a déjà 2 condamnations à son casier judiciaire.
Il a une condamnation pour la profanation d'Herlisheim, donc à 30 mois de détention. Et il a une condamnation à 10 ans pour ce qui s'est passé à Rouffach, donc où il a mis des explosifs. Pour ce crime, Thomas, son ancien complice, a écopé de la même peine de prison. Et ils ont été condamnés pour violence volontaire, alors qu'au départ, ils avaient été mis en examen pour tentative de meurtre. Bien. Pourquoi cette requalification? C'est parce qu'on est parti du principe que l'engin explosif qui a été mis en œuvre n'avait rien de létal. Mais pour le meurtre de Mohamed, Emmanuel risque désormais la perpétuité. Les enjeux sont multiples. Il y a effectivement savoir si Emmanuel va finir par avouer qu'il est l'auteur du tir. Il va aussi savoir quelle est la version qu'il va présenter aux jurés de la cour d'assises. À seulement quelques mètres de lui, la presse, mais surtout la famille de la victime, prend place, bien décidée à obtenir justice. Le fils de Mohamed s'est assis avec sa chaise de manière à être face à Emmanuel. Et lorsque on lui a demandé de se rasseoir correctement, il a dit qu'il voulait voir l'assassin de son père. Le témoignage de l'accusé à la barre va marquer un moment décisif dans ce procès. Emmanuel revient finalement sur sa dernière version et endosse l'entière responsabilité du crime. Pour autant, il continue de nier la préméditation. Il dit « Aujourd'hui, j'assume, je reconnais, je n'aurais pas dû sortir avec mon arme. » Face à la cour, Emmanuel va également marteler qu'il n'est plus le même homme et qu'il a désormais tourné la page sur l'idéologie nazie. Il se présente très détaché par rapport à des idées qu'il dit stupides. Il avait commencé à le dire dès le premier procès, lors de la profanation, même si certaines de ses déclarations étaient très contradictoires. Le 24 juin 2011, après 5 jours de débat, Emmanuel est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, accompagné d'une peine de sûreté de 13 ans. La famille de Mohamed, ce qu'elle voulait, c'est qu'effectivement ce soit reconnu. Qu'ils fassent 20 ans ou 30 ans, c'est pas ça qui leur ramenait leur père ou leur frère ou leur mari. Mais ils ont été très choqués par le fait que l'inculpation d'assassinat ne soit pas suivie par les jurés et par la cour d'assises et qu'ils soient condamnés pour meurtre. Aujourd'hui, près de 2 décennies se sont écoulées depuis la disparition de Mohamed. Malgré les années, personne à Gundelsheim n'a oublié cette haine aveugle qui a frappé de plein fouet leur village. Le monsieur qui est mort là, on l'aura toujours dans notre souvenir. C'est quelque chose qui reste marquant et choquant. Je pense que ça a marqué et choqué tout un village, quoi. C'est un dossier hors norme qui a effectivement marqué dans la région. Ce qui est impressionnant, c'est de voir ce basculement, de comment on peut être amoureux de sa région jusqu'à dériver et basculer d'un côté complètement sombre et d'être proche d'idées néo-nazies.